Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et heureux de vous retrouver pour le grand dialogue. Le Mali a célébré cette semaine la journée nationale pour la sécurité en Afrique de l'Ouest. C'était le 8 mai. C'est l'occasion pour nous de revenir sur l'ampleur justement de l'insécurité routière au Mali. Le nombre d'accidents est-il en baisse dans le pays? On va parler de responsabilité également, celle des citoyens, mais également celle des autorités. Est-ce que la police et la protection civile font convenablement leur travail? On en parlera dans cette émission. Avec nous pour en parler, le chef d'escadron Mamadou Konaté, il est le directeur général de l'ANASER, c'est l'Agence nationale de la sécurité routière. Commandant Bakary Ndao, directeur régional de la protection civile, nous l'espérons, sera très bientôt avec nous. Nous avons également l'inspecteur de classe exceptionnel Adaman Koulibaly, il est le chef de la voie publique de la compagnie de circulation routière. Je suis Ousmane Diadé Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Gagny Kamté. Le grand dialogue. Ralentissez pour sauver des vies, c'est le thème de cette journée ouest-africaine pour la sécurité routière. Au Mali, 5500 cas d'accidents sont à déplorer pour la seule année 2016 avec malheureusement plus de 540 morts. Écoutons ensemble cette intervention de Babel Gano, il est le ministre des Transports. Les statistiques de 2016 nous enseignent que sur les 5532 cas d'accidents ayant fait 541 tués, dont 220 usagers des 2 roues motorisées, l'excès de vitesse est arrivé en tête avec 1071 cas, 121 tués, 540 blessés graves et 930 blessés légers. C'est pour contribuer à inverser cette tendance qu'il sera organisé une marche funèbre de sensibilisation contre l'excès de vitesse. Cette marche participe à la mise en œuvre de la vision du président de la République de faire de la lutte contre l'insécurité routière une priorité du gouvernement. Cette journée de l'Osraou est placée sous le signe du respect de la limitation de vitesse et doit se poursuivre sur toute l'année avec la participation de chacun et de tous. Mamadou Konaté, vous êtes le directeur de l'ANASER, c'est l'Agence nationale de la sécurité routière. On sait que les statistiques 2017 ne sont pas encore tombées. On entend des chiffres qui font quelque peu froid dans le dos. Est-ce que d'ores et déjà, on peut dire qu'en 2017, il y aura moins d'accidents qu'en 2016 à mi-parcours? Merci. Donc, on le souhaite très bien. Sincèrement et de tout mon cœur, je souhaite bien que les statistiques de l'année 2017 soient totalement inférieures à celles qu'on a connues en 2016. Et pour répondre aussi à la question, vous savez, la réduction des accidents de la circulation routière n'est pas la mission d'un seul service, c'est tout un ensemble. C'est ce qu'il faut reconnaître. Et aujourd'hui, l'Agence nationale de la sécurité routière a été créée, c'est vrai. C'est un service qui relève du département des transports et c'est un service qui est dédié uniquement à la promotion de la sécurité routière et au renforcement des conditions d'exploitation des réseaux routiers. Et l'Agence nationale de la sécurité routière travaille avec les autres, et particulièrement les médias, vous, la presse, avec la police, avec la gendarmerie, la société civile, les jeunes, tout le monde. C'est un service transversal. Tout le monde l'ANASER se retrouve à travers tous les services et toutes les structures socio-économiques du pays. Donc c'est pour dire que c'est un service qui travaille avec tout le monde. Et à cet effet, nous comptons inverser les tendances de ces chiffres-là avec l'appui de tout le monde, avec l'implication de tout le monde. Alors est-ce qu'on a déjà, par exemple, les chiffres de 2016 qui existent, est-ce qu'ils sont déjà plus bas que les chiffres de 2015, par exemple? Exactement. Et si on prend un peu, je vais directement au nombre de tués. Et en 2015, on a eu 569 tués. Et comparativement à l'année 2016, je vais dire, on est à 541 tués. Donc vous voyez qu'on est en train d'abaisser un peu les chiffres, mais je trouve que c'est déjà trop. C'est déjà trop, 541 tués, mais les sont en cours et on va continuer à se battre. Mais il faut reconnaître que l'ensemble de la société civile, l'ensemble des couches socio-professionnelles, tout le monde doit se donner la main pour ensemble indiquer vraiment ce fléau-là. Parce que ce n'est pas seulement
la police qui va avoir la solution, bien la gendarmerie, mais aussi la société civile, les parents à la maison, les enseignants à l'école, vous les médias, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc chacun doit de son côté faire ce qu'il doit faire pour que ensemble les chiffres puissent être revus à la baisse. Merci. Inspecteur de classe exceptionnelle, Adama Koulibaly, vous êtes le chef de la voie publique à la compagnie de la circulation routière. On remarque justement que les cas d'accidents augmentent, surtout lors des fêtes et aussi des matchs de football, selon les informations que j'ai. Pourquoi cela justement? Bon, ça, ce sont des faits qui s'expliquent d'eux-mêmes. Par exemple, quand vous prenez les veilles de fête ou les fêtes, bon, ça dépend de l'enthousiasme des usagers qui ont tendance à se défouler sur leurs engins ou se faire voir. Donc ça les pousse à faire des excès de vitesse, qui peuvent le plus souvent sont la majeure partie même de la cause des accidents qui se passent ces jours-ci. Les surcharges et les vitesses surtout. On voit également les mariages aussi, avec les fameux cortèges de mariage qui se passent au Mali. Est-ce que c'est légal ça? Est-ce que c'est normal déjà? Bon, les cortèges de mariage, c'est pas quelque chose qui est constitué par un document administratif. Parce que le cortège, c'est pas interdit, mais les actions qui se passent pendant les cortèges, c'est là où il y a problème. Parce que on peut simplement constituer son cortège de mariage, quitter la mairie, aller à son domicile, sans faire d'excès de vitesse, sans faire de surcharge, sans faire de manœuvres dangereuses sur la voie publique. Donc ce sont les phénomènes liés au cortège là qui sont répréhensibles par la loi. On voit parfois qu'il y a une tolérance de la population vis-à-vis de ce genre de choses et parfois une tolérance également des autorités. Est-ce que la police a le droit justement de réprimander par exemple un cortège qui est en excès de vitesse ou en surcharge? Récemment, on avait constitué des équipes même qui patrouillaient les jours de mariage contre ces cortèges de mariage-là. Parce que compte tenu des dégâts qui s'étaient passés, donc on avait voulu solutionner en faisant des patrouilles ciblées, surtout au niveau des mairies et des grands axes, pour les réprimer. Merci, chef d'escadron Mamadou Konaté. On a vu que la journée justement pour l'insécurité routière en Afrique de l'Ouest a été célébrée au Mali le 8 mai dernier. Qu'est-ce qui était au menu? On a parlé d'une marche funèbre, je pense qu'il y a eu lieu ce matin. Comment cette journée a été célébrée particulièrement au Mali? Et merci. Donc cette journée a été célébrée à travers l'organisation d'une marche organisée par le ministère des Transports, et le Comité national de sécurité routière et l'Agence nationale de la sécurité routière. Donc cette marche, après le départ à l'hôpital Gabriel Touré au service des urgences, si vous savez bien que le service des urgences, c'est ce service-là qui reçoit la plupart des accidentés. Donc c'était symbolique que la marche prenne le départ au niveau du service des urgences et devait finir au niveau du ministère de l'équipement et du désenclavement. C'était là où les officiels devaient attendre les marcheurs pour recevoir la déclaration de ces marcheurs-là. Donc, cette marche était constituée par les associations de lutte contre l'insécurité routière, les ONG et le Comité national de sécurité routière et l'Agence nationale de sécurité routière. Donc, évidemment, on ne peut pas oublier nos partenaires de tous les jours, la police, la gendarmerie, la garde nationale, la protection civile, les agents de la santé qui ont tous encadré cette marche-là pour que la protection civile, aussi la protection civile, pour que vraiment cette marche-là puisse avoir tout son éclat. Donc c'était une manière d'attirer l'attention de la population, tous les usagers aussi, que quelque part la vitesse excessive est en train de faire des tués. Vous l'avez dit, les chiffres tantôt, les 541 tués enregistrés par le service de la police pour l'année 2017. On a constaté que 221 ont été tués par suite de vitesse excessive.
Donc il s'agissait de montrer ces chiffres-là très alarmants. Et cela coïncide également en parfaite harmonie avec le thème que les Nations Unies ont donné pour cette semaine de sécurité ou de lutte contre l'insécurité. Ralentisser pour sauver des vies. C'était le thème et qui est célébré pratiquement dans tous les États du monde. Nous avons célébré le 8 mai parce que c'est la date anniversaire de la création de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Donc chaque année, le thème nous est proposé soit par les Nations Unies, soit par le siège de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Est-ce que par exemple on a cette année-là une comparaison entre le Mali et certains pays de la sous-région en termes de taux d'accident? Est-ce qu'on peut dire que certains pays de la sous-région sont plus affectés que le Mali par les accidents? Oui, vous savez que c'est les statistiques, c'est en dents de scie. En dents de scie, tout le monde a... chaque pays a ses chiffres. Et certains pays font... Dans certains pays, il a été enregistré beaucoup plus d'accidents que ce qui s'est passé chez nous. Et dans certains pays, il y a beaucoup plus de tués que chez nous, et ainsi de suite. Vous savez, on ne peut pas dire avec exactitude, en tout cas ce qui est sûr et certain, c'est que l'insécurité routière est une réalité dans toute la sous-région. C'est ça, en réalité, pour moi, le côté le plus important. Et il faut combattre cette insécurité routière avec un élan d'ensemble. Il a été constaté qu'aucun pays à lui seul ne peut efficacement lutter contre l'insécurité routière. C'est un problème évolutif. Au Mali, nous on peut adopter certaines pratiques de lutte contre l'insécurité routière, on peut adopter certaines stratégies, mais si nos pays voisins n'ont pas fait exactement la même chose, les efforts seront vains, parce que le Mali est un pays d'interland. On a les chauffeurs qui quittent la Côte d'Ivoire, qui traversent tout le Mali pour aller au Sénégal, ou bien des chauffeurs du sénégalais qui quittent le Sénégal, qui traversent le Mali pour se rendre au Burkina. Donc vous voyez que c'est un travail d'ensemble qu'il faut faire. Donc c'est pour cela l'Organisation pour la sécurité routière justement a été créée pour harmoniser les stratégies de lutte au niveau sous-régional. Donc c'est à cet effet que chaque année, à la même période, un thème est donné et tous les États ont un devoir de célébrer, de célébrer cette fête-là avec un thème et vraiment pour mieux sensibiliser la population. Donc voilà en quelque sorte l'idée principale qui est autour de cette question. Et à titre de rappel, il faut savoir que depuis décembre 2016, le Mali préside cette organisation pour un mandat de 4 ans. Donc depuis décembre 2016. Donc c'est pour dire que le Mali a un double enjeu, un double challenge par rapport à cette question-là. Non seulement au niveau national, on a un devoir de revoir les chiffres à la baisse, mais aussi au niveau sous-régional, continuer à coordonner les efforts, les stratégies de lutte au niveau sous-régional pour que les résultats puissent être donnés au bout de la décennie d'action. Parce qu'il est important de savoir que tout cela est en train de se tourner autour de la décennie d'action. La décennie d'action, c'est quoi? La décennie d'action sur la lutte contre l'insécurité routière. Je vous propose qu'on revienne tout à l'heure parler justement de la décennie d'action en question. Inspecteur de classe exceptionnelle Adama Koulibaly, chef de la voie publique, on voit que les textes qui régissent parfois la circulation routière, surtout avec 80% des engins à 2 roues qui sont responsables des cas d'accident qui se passent, on a besoin normalement d'un permis pour rouler à moto ou d'un casque. Est-ce qu'aujourd'hui la police est habilitée à interpeller le citoyen qui n'a pas de permis moto ou qui roule sans casque au Mali? Bon, comme vous l'avez si bien dit, existe. Concernant les documents administratifs des engins à 2 roues, bon, c'est lié à la politique même de confection des permis d'engins à 2 roues. Bon, à un certain moment, on avait commencé avec la Direction nationale des transports à faire une campagne d'information même des citoyens pour qu'ils aillent
passer leur permis et avoir les cartes grises pour les engins à deux roues. Les deux sont à peu près liés. Est-ce que ça a un peu marché? Ça, en son temps, est-ce qu'il y en a eu beaucoup qui y sont allés, justement? Je peux quand même confirmer qu'il y a eu assez qui sont partis. Mais comme ça n'a pas été quelque chose de suivi, le problème persiste. Donc, mais techniquement, la police a le droit d'interpeller un citoyen qui roule par exemple sur une moto Jakarta qui n'a pas de permis. Interpeller en contrôle. Lui interdire. Mais par exemple, en cas d'accident, tout de suite, sur un agent à deux roues, on va vous demander ces documents-là. Parce que ce sont des documents cités par la loi qui obligent le conducteur à les avoir. Aussi bien le permis et le casque aussi. Le port de casque qui est normalement régulé par la loi, ça doit être obligatoire. Ça doit être obligatoire. Merci. Voilà. Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Sécurité routière, est-ce que les choses s'améliorent au Mali? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nous recevons sur ce plateau le chef d'escadron Mamadou Konaté, qui est le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, et l'inspecteur de classe exceptionnelle Adaman Koulibaly, chef de la voie publique à la compagnie de circulation routière. Nous attendons également le commandant Bakary Daou, directeur régional de la protection civile, qui, nous l'espérons, sera très bientôt avec nous. Alors, inspecteur de classe exceptionnelle, on a parlé tantôt des cas d'excès de vitesse comme étant un des facteurs d'accident. Au Mali, qu'est-ce qu'on peut noter en gros comme les facteurs, justement, les causes principales des accidents de la circulation? Ok. Bon, parmi les causes des accidents, nous avons à peu près 3 causes fondamentales. Les causes qui sont liées à l'homme et à son comportement, et les causes qui sont liées à l'engin même, et les causes qui sont liées aux infrastructures routières. Donc c'est tous ces phénomènes-là qui contribuent à l'accentuation même. Parmi les causes liées à l'homme, justement, qu'est-ce qu'on peut noter à part l'excès de vitesse dont on a parlé? En plus de l'excès de vitesse, on peut noter les surcharges, les conduites en état d'ébriété, l'usage du téléphone portable au volant, les manœuvres dangereuses. C'est surtout l'incivisme qui, après la vitesse, qui vient en seconde position. Alors, concernant les causes liées à l'homme. Vous aviez annoncé également des causes liées aux engins, par exemple, ou à l'état de la route, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Les causes liées, par exemple, aux engins, c'est-à-dire les véhicules qui roulent en état d'épave ou qui n'ont pas de visite technique, ou des engins qu'on transforme pour faire des travaux avec, pour lesquels l'engin n'est pas conçu. Par exemple, un tricycle dans lequel on embarque des passagers sans que ça ne soit aménagé. Ça contribue beaucoup. L'engin n'est pas fait pour ça, n'est pas conçu pour ça. Donc si on l'utilise pour ça, c'est faire plus de dégâts. Donc ça, c'était ceux qui sont liés aux machines. Maintenant, concernant les infrastructures, à noter ce qui est crucial même dans Bamako, on peut noter en première position l'insuffisance de pistes cyclables pour les engins. On a beaucoup d'engins à 2 roues, mais pratiquement on n'a pas moins de 5 ou 6 km de pistes cyclables. Donc ça contribue à l'accentuation. Ensuite, le manque ou l'absence de panneaux de signalisation au niveau de certaines intersections. Ensuite, on peut noter également l'implantation anarchique des panneaux publicitaires là, au niveau des intersections. Ça contribue beaucoup. Et puis les routes, la largeur des routes également, c'est étroit. Donc c'est vraiment, ça nous permet souvent, il y a des manques de parking
qui poussent les gens à s'arrêter en bordure de chaussée. Bon. Tout ceci contribue. On voit aussi des vendeurs ambulants parfois qui occupent justement les voies. Effectivement, par les hommes. Mais la police avait commencé à un moment un test d'alcoolémie qu'on ne voit plus. On testait justement les conducteurs d'engins à 2 roues, des voitures aussi. Mais de moins en moins, on ne voit plus justement ce test d'alcoolémie s'effectuer. Qu'est-ce qui se passe? Non, pourtant les équipes sont toujours sur place et continuent à évoluer. Mais il y a des intermittences et souvent avec la programmation, il se peut que ça ne se remarque pas tellement. Parce qu'avant c'était axé au niveau des ponts surtout. Maintenant, ils se promènent à l'intérieur des quartiers maintenant pour faire le test. Ça continue quand même, mais ce n'est pas aussi visible que quand on le faisait au niveau des ponts, qui sont des passages obligés. Merci. Alors, monsieur le directeur de l'ANASER, le chef d'escadron Mamadou Konaté, je sais également que l'ANASER a une forte implication, justement, un appui solide d'ailleurs dans ces différents tests d'alcoolémie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des tests qui sont révélateurs du taux d'accidents liés à l'alcool au Mali? Oui, c'est vrai que c'est un peu récent, les tests d'alcoolémie, parce que les forces de sécurité n'étaient pas tellement dotées de ces matériels. Mais de plus en plus, chaque fois, ces matériels sont en train d'être à la disposition des forces de sécurité d'une manière progressive. Et c'est vrai qu'on aurait souhaité que presque tous les agents, toutes les équipes de travail sur le terrain de la police et puis de la gendarmerie puissent avoir ces appareils-là. Mais il faut reconnaître que ces appareils qui coûtent un peu cher, il faut les acquérir au fur et à mesure. Et c'est vrai que ce travail a beaucoup contribué parce que chaque fois qu'on a fait les contrôles, on s'est rendu compte que au fur et à mesure, les conduites en état d'ivresse diminuent. Mais c'est un travail qui doit être combattu à tous les niveaux. Je l'ai dit depuis le départ, c'est un travail qui... La lutte contre la sécurité routière est un travail qui concerne tout le monde. La police, parce que quand on prend spécifiquement le cas de la conduite en état d'ivresse, c'est un délit. Il faut reconnaître que dans le cadre des sanctions pénales, la conduite d'un véhicule en état d'ivresse est un délit. Donc, passible d'un emprisonnement de 11 jours à 3 mois d'emprisonnement. Donc, vous voyez que ça dépasse le cadre souvent de la police. La police et puis la gendarmerie, c'est des auxiliaires de la justice. Et ils peuvent interpeller les contrevenants, dresser leur procès verbal et les envoyer à la justice. Donc voyez-vous que c'est une chaîne qui est là, qui se trouve autour de cette infraction-là. Il faut après justement un suivi. Donc c'est pour cela que je dis que tout le monde est impliqué dans la gestion de la Quels sont les cas les plus fréquents d'accidents de la route ou de blessés qu'on a par exemple accidentés? On parle de traumatisme crânien par exemple. Qu'est-ce qui est le plus en avant dans les cas de blessures liées au cas d'accident? Bon, j'aurais souhaité que le responsable de la santé soit là pour répondre à cette question-là. Mais il faut reconnaître quand même que ce que nous on peut dire, c'est que la plupart des accidents, c'est les plus de 60% des accidents qui se passent vraiment impliquent les jeunes. Ça, il faut le reconnaître. Ça implique les jeunes. Et les 80% des accidents, généralement, c'est avec des engins à 2 roues. Donc vous voyez qu'il y a une très forte implication des engins à 2 roues dans les accidents. Et lorsque ces accidents sont réalisés, vous allez trouver que c'est accompagné soit de fractures, soit en tout cas des blessures qui peuvent aller jusqu'à vraiment à atteindre vraiment l'organe vital de l'intéressé, je vais dire la tête, lorsque, au moment de cet accident, le conducteur ou bien le passager qui se trouvait sur les engins à 2 roues ne portait pas de casque de protection. C'est là une fois encore une occasion pour moi d'inviter tous les usagers de moto à porter le casque de protection. Vous l'avez dit tantôt, c'est prévu par nos textes et c'est un appel
que je dis ici, parce que on doit se mettre en tête que le port du casque est vital. Le port du casque, l'intérêt du port du casque revient d'abord au porteur du casque. Il faut qu'il se rende compte que ce casque-là est là pour le protéger en cas d'accident. Personne ne sait quand est-ce qu'un accident peut arriver. Donc lorsqu'on porte le casque, ça te permet de te protéger lors d'une chute. Donc c'est vraiment un message que je lance ici. Concomitamment, parallèlement à l'activité qu'on a menée aujourd'hui par suite à la célébration du 8 mai, je dis que la vitesse est un facteur qu'il faut combattre. Et tous les usagers, tous les conducteurs de véhicules doivent comprendre que la vitesse est un facteur qui déclenche les accidents, mais aussi un facteur qui aggrave les accidents de la route. Donc j'aurais souhaité que chacun se limite. Je souhaite que tous les usagers comprennent que les limitations de vitesse ont été faites à partir de beaucoup d'analyses. On ne s'est pas levé un matin pour aller dire voilà 50 km/h, 70. Non, les limitations de vitesse ont été conçues, analysées et à travers beaucoup d'expériences, à beaucoup d'études, des études scientifiques, des études biologiques sur l'être humain, sa capacité et les véhicules, l'adhérence des véhicules, l'endurance des véhicules. Beaucoup d'éléments ont été étudiés pour fixer les limitations de vitesse. Donc, si on te dit de ne pas dépasser les 50 km/h, c'est qu'il ne faut pas dépasser ces 50 km/h parce qu'au-delà de cela, vous exposez à un risque. Et ce risque, ça peut être très dangereux. Merci, directeur. Alors, inspecteur de classe exceptionnelle, Adama Koulibaly, est-ce que la police malienne est dotée d'appareils justement qui peuvent connaître la vitesse d'un véhicule? On voit en Europe qu'il y a les flashs un peu partout qui disent la vitesse à laquelle un véhicule roule. Est-ce que la police malienne est dotée d'un quelconque appareil qui puisse dire qu'un tel est en excès de vitesse ou pas? Bon, présentement, il y a l'ANASER qui nous a fourni des radars portables récemment, qui permettent quand même d'évaluer la vitesse d'un engin en déplacement. Mais pour le moment, il y a un problème de paramétrage qui se pose pour ces appareils. C'est pourquoi on n'a pas encore commencé leur exploitation sur le terrain. Ça va être utilisé à Bamako ou plus sur les axes de voyage? Sur tous les axes du Mali. Ça va être Alors on voit également que la police malienne est souvent accusée de corruption. On dit souvent d'ailleurs que c'est l'un des facteurs aussi qui aggrave les accidents. Qu'est-ce que vous répondez à cela en tant que policier? Bon, pour le problème de corruption, je crois que ça c'est un phénomène qui n'est pas particulier au Mali. C'est un problème qui se pose un peu partout dans tous les pays. Donc, ce qui est souhaitable qu'on sache, c'est que la corruption, là, elle est condamnée par la loi. Et ceux qui se font prendre en font les frais. Alors, qu'est-ce qu'un policier qui est pris justement en flagrant délit de corruption écope comme peine, par exemple? Bah, ça, il est exposé. On les traduit en conseil de discipline au niveau de la hiérarchie. C'est à partir de là que les autres sanctions s'en suivront. Quels sont les types de sanctions auxquelles il peut s'exposer? L'emprisonnement, la radiation? C'est l'inspection qui peut déterminer ça. Merci. Alors, directeur, on a vu également qu'on parle de manque de moyens cruels justement au niveau parfois de la police, on va y revenir d'ailleurs, et également au niveau de la protection civile. On sait que l'ANASER aussi demande un peu plus de moyens. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec les moyens que vous avez? Bon, les moyens que nous avons, c'est les moyens qui ont été mis à notre disposition pour travailler. Et à travers ces moyens, nous faisons ce qu'on peut faire. C'est prioritairement aller à l'atteinte de nos objectifs. Et dans cette démarche, nous travaillons parce que, puisque je vous ai dit que l'ANASER travaille avec la police, il vient de le dire, le collègue de la police, les appuis en termes de matériel que nous faisons au profit de la police et au profit de la gendarmerie, nous le faisons dans la mesure de nos possibilités, évidemment. Je l'ai dit tantôt. L'ANASER a un budget de combien, si ce n'est pas non, ce n'est pas le lieu de parler d'un budget ici, mais quand même de voir comment est-ce qu'on peut, dans la mesure possible, vraiment accompagner ces braves gens qui sont sur la route tous les jours. Et il faut les accompagner, franchement, en termes de matériel. Et ces matériels, ce n'est pas seulement, comme vous l'avez dit, les radars portatifs, il y a aussi des éthylotests qui font des contrôles d'alcoolémie, il y a aussi les testeurs de drogue
qu'on a mis à la disposition de la police et puis de la gendarmerie, parce que nous sommes actuellement en train de constater que quelque part la consommation de l'alcool est en train de diminuer à certains endroits au profit des stupéfiants. Donc il faudra apporter ces appareils. Les appareils qu'on a, les testeurs de drogue qu'on a remis à la police et puis la gendarmerie sont des testeurs de drogue qui peuvent tester jusqu'à 6 ou bien 7 variétés de drogue. Donc c'est pour dire que nous faisons beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et ça c'est parmi tant d'autres, on fait les autres équipements de tous les jours, des équipes qui se trouvent sur le terrain, on les accompagne dans ce sens-là. Donc la protection civile, effectivement, c'est un service qui a besoin aussi d'être accompagné, d'être équipé. Donc nous sommes actuellement en train de voir dans la perspective de l'acquisition de certains matériels au profit de la protection civile pour les aider vraiment dans leur travail de tous les jours. Donc c'est vrai que ils en ont déjà, ils en ont certains matériels déjà, mais cela ne nous permet pas, cela ne nous empêche pas, cela ne nous empêche pas de faire de notre mieux tout ce qu'on peut faire pour les appuyer en termes de matériel. Ça, on le fera. Merci. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani sécurité routière. Est-ce que les choses s'améliorent? Nous recevons sur ce plateau le chef d'escadron Mamadou Konaté. Il est le directeur général de l'ANASER, c'est l'Agence nationale pour la sécurité routière. Est avec nous également l'inspecteur de classe exceptionnelle Adaman Koulibaly, c'est le chef de la voie public à la compagnie de la circulation routière. Alors, l'inspecteur Koulibaly, on a vu également qu'il y a un manque cruel d'équipement aujourd'hui qui est décrié au niveau de la police. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui comme équipement pour être, on va dire, dans le bain? Bon, l'équipement, c'est vrai, on en a besoin, mais c'est surtout les appareils récents, comme les radars portables, les radars fixes, éthylotest pour les tests d'alcool. Mais ensuite encore, on a besoin de certains appareils au niveau des postes de contrôle même. Parce que le plus souvent, les appareils qu'on a, c'est utilisé à l'intérieur des villes. Bon, or, c'est sur les grands axes. Il est préférable de contrôler quand même l'état du conducteur sur ces axes-là, sur le plan physique, et ensuite le plan drogue, alcool. Bon, donc si on avait ce genre d'équipement, ensuite en matière d'équipement, on a besoin d'engins également qui peuvent contribuer au déplacement des hommes pour qu'ils soient un peu plus efficaces sur le terrain. Bon, surtout les documents, on en a, mais on souhaiterait que ça soit... Vous en voulez encore plus. On a parlé aussi de l'indiscipline des citoyens qui a déploré l'incivisme. Est-ce qu'il faut accentuer aujourd'hui sur la répression pour ramener les gens dans le droit chemin? En matière d'incivisme, ce n'est pas la répression seule qui peut contribuer à éradiquer les problèmes. C'est surtout une question d'éducation, d'information et de sensibilisation. Donc ça, c'est à peu près à tout depuis la famille au service. Et les agents ne peuvent que conclure le phénomène en faisant la répression. Donc, si on veut lutter contre l'incivisme... Parce qu'on sait aussi que la police a un rôle d'éducation aussi avec les populations. Est-ce qu'il arrive, par exemple, que les agents de police sensibilisent au lieu de réprimer? On attrape quelqu'un en train de faire un délit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le sensibiliser au lieu de passer directement... C'est très fréquent. C'est très fréquent. Voilà, on le fait. Bon, ça ne se sent pas un peu compte tenu du caractère répressif des autres... actions. Sinon, la sensibilisation, on le fait surtout lors de l'implantation de certaines signalisations. Donc, au lieu de passer directement à la pression, on peut passer des moments
à la sensibilisation. Monsieur, ce panneau-là est nouveau, donc c'est un sens interdit. Il faudra y veiller prochainement. On le laisse. C'est un phénomène c'est un devoir pour nous de les éduquer. Mais souvent, l'éducation seule ne suffit pas. Il faut également un tout petit peu de répression. Directeur, chef d'escadron, Mamadou Konaté, directeur de la NASER, quel devrait être le rôle des pouvoirs publics face à tout cela, justement l'incivisme, le manque réel d'équipement des pouvoirs publics que vous représentez un peu? Bon, je représente la NASER, un service technique qui est l'agence de sécurité routière, mais il faut reconnaître que, comme il l'a dit, le collègue de la police, c'est un ensemble qu'il faut mettre en marche. C'est quoi? C'est à tous les niveaux, il faut renforcer l'encadrement des enfants, parce que, je l'ai dit tantôt, certains chiffres disent que la plupart des accidents, ce sont les enfants les jeunes qui sont les plus impliqués. Donc, il faut renforcer l'accompagnement des enfants en termes de sensibilisation. Et c'est là depuis au niveau familial. Et ça, c'est au niveau de la société civile qu'il faut agir dans ce cas. Les enfants à la maison doivent recevoir une très bonne éducation. À titre d'exemple, à titre illustratif, le code de la route dit qu'un enfant de moins de 16 ans ne doit pas conduire une Jakarta. Parce que les motos sont catégorisées. Il y a les cyclomoteurs, il y a les vélomoteurs et il y a les motocyclettes. Les cyclomoteurs, c'est les motos comme les BBCT, les Kamiko, les BBRS, ainsi de suite. Les vélomoteurs, c'est les Jakarta. Les motos Jakarta constituent la catégorie des vélomoteurs. Et les motocyclettes, c'est les gros morceaux de grosse capacité. Donc à moins de 16 ans déjà, un enfant de moins de 16 ans ne doit pas rouler en Jakarta. C'est interdit par le code de la route. Mais aujourd'hui, quand on est dans la circulation, on voit les enfants de 12 ans, 13 ans, 11 ans en train de conduire des motos. Qui achète ces motos-là pour donner aux enfants? C'est nous, les parents. Et c'est ça, sur ça qu'il faut agir. C'est à cela qu'il faut combattre. On doit être les premiers à protéger nos enfants, à ne pas les acheter, à ne pas leur acheter des motos avant qu'ils aient 16 ans d'abord. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Et lorsque on veut acheter une moto pour un enfant qui a plus de 16 ans, il faut se rendre compte que cet enfant connaît les règles de la circulation routière. Partout à Bamako aujourd'hui, il y a des auto-écoles. Envoyez l'enfant à l'auto-école, il comprendra les règles de la circulation routière. Et lorsqu'il finit tout ça, il faut lui faire passer un permis. Le code de la route dit qu'il ne faut pas conduire une moto Jakarta sans un permis. La conduite de la moto Jakarta est subordonnée à l'obtention d'un permis de conduire. Et ce permis, ça s'appelle le permis A1. Alors, lorsqu'on a ce permis, on peut se permettre de conduire la moto Jakarta. Et là, on ne doit pas aussi conduire la moto Jakarta, même si on a ce permis sans porter de casque. C'est ce que dit la loi. Donc voilà des choses qui sont là. Si au niveau familial d'abord, au niveau de la maison, l'enfant a reçu tous ces encadrements, a bénéficié de toutes ces formations, lorsqu'il est dans la circulation, ce jeune sera un exemple, un bon citoyen dans la circulation. Et lorsque tout le monde sera comme ça, je pense que les gens comprendront que la route est un espace à partager, et la route est un endroit de développement, est un facteur de développement et non un facteur de tragédie. Donc voilà, en quelque sorte, si l'enfant bénéficie de tout cela et qu'il est dans la circulation, ou bien qu'il va à l'école, le reste est accentué à l'école. Les enseignants, l'éducation aussi scolaire a sa part à jouer, ça doit jouer sa partition. La NASER a déjà compris ça en agissant sur l'éducation, le ministère de l'Éducation. On a déjà formé des enseignants, des centaines d'enseignants ont été déjà formés par la NASER. On a mis des documents, le code simplifié, on a simplifié le code de la route pour faciliter la compréhension. Et on a conçu des documents avec le ministère de l'Éducation qu'on appelle le guide du formateur pour permettre aux enseignants d'intégrer facilement les modules de sécurité routière dans les systèmes éducatifs. Donc ça, c'est pour renforcer encore
vraiment la connaissance de l'enfant en termes de sécurité routière à l'école. Donc voilà, ça, c'est entre autres quelques décis et quelques actions que le ministère des Transports a déjà commencé depuis des années et qui continue jusqu'aujourd'hui pour davantage renforcer la formation des enfants. Merci Mamadou Konaté. Alors, inspecteur de classe exceptionnelle Adaman Koulibaly, quelle pourrait être éventuellement votre solution pour arriver à 0% d'accidents au Mali? C'est pas facile, mais on peut y arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un souhait, mais on ne peut le faire qu'en accentuant la sécurité routière. Bon, dire renforcer la sécurité routière, c'est avoir moins d'accidents. Pour avoir moins d'accidents, il faut que les usagers sur leurs engins sachent ce qu'ils doivent faire. Bon. En plus de ceci, il y a des dispositions qui doivent être renforcées, comme surtout l'état des routes là, qui est à la base. Donc il faudra qu'on prenne soin à l'avenir quand on va construire des routes en ville ou que ce soit, qu'on fasse la part des choses, c'est-à-dire qu'on prévoit le déplacement de chaque catégorie d'usagers dans son secteur. Par exemple, je vais dire surtout dans les villes, les pistes cyclables surtout, qu'on commence à les développer compte tenu de la masse d'engins à deux roues qu'on a chez nous. Et donc ça peut contribuer beaucoup, mais en même temps, il faut continuer la sensibilisation au niveau des jeunes, les pousser vraiment à aller prendre leur permis. Parce que ça, en prenant le permis, ils vont savoir beaucoup de choses. Justement, est-ce que si demain matin, la police décidait d'arrêter tous les engins, les propriétaires d'engins qui n'ont pas de permis, leur interdire de circuler jusqu'à ce qu'ils aient un permis, vous ne pensez pas que ça allait déjà être une solution? Ça va être au moins une solution un peu musclée. Et ce n'est pas une solution presque envisageable. Donc, mieux vaut sensibiliser les gens qu'ils aillent d'eux-mêmes prendre leur permis que d'aller directement à la répression. Est-ce que vous pensez aujourd'hui au Mali qu'il faut choquer pour sensibiliser le citoyen? Bon, choquer, en matière de sensibilisation, ça peut rapporter beaucoup. Et dans certains, par exemple, comme les cas d'accident, par exemple, si on veut sensibiliser quelqu'un pour le port des casques, en lui montrant des images vraiment fortes de blessés ou de morts, je pense que ça peut le pousser au port de son casque. Merci beaucoup. Alors, directeur, un tout dernier mot en 1 minute. Quel message lancez-vous justement aux usagers de la route pour qu'il y ait moins d'accidents au Mali? En 1 minute. Merci. Je suis très ravi ici vraiment d'avoir l'opportunité de m'adresser à mes concitoyens, à tous les usagers de la route, pour qu'ils comprennent que la route est un espace à partager. Et le ministre de l'équipement, des transports et des enclavements a toujours encouragé, le ministre des Transports a toujours encouragé les actions, l'ANASER à travers les actions de communication. Parce que là, nous accentuons beaucoup nos efforts sur la sensibilisation de la communication, par exemple. Donc, la formation, l'éducation routière et tout ce qui s'ensuit. Et nous constituons, en tout cas, une structure de l'État. Et nous sommes ouverts à tout le monde et nous voulons travailler avec tout le monde. Donc, pour cela, nous invitons chacun à son côté de faire sa part de contribution dans la lutte contre la sécurité routière. Aux médias, nous encourageons à multiplier les actions comme ça pour qu'on puisse véritablement atteindre toute la population malienne pour véhiculer nos messages. Ensuite, aux usagers de la route, j'ai un appel à lancer aux usagers. Cet appel, c'est quoi? C'est la prudence. La prudence sur la route. La première priorité d'un usager, c'est sa
sécurité, je vais dire. Merci beaucoup. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir donc suivi cette émission. Nous avons parlé dans cette émission de sécurité routière. Est-ce que les choses avancent? Nous avons reçu le chef d'escadron Mamadou Konaté, directeur général de l'ANASER, l'inspecteur de classe exceptionnelle Adaman Koulibaly, il est le chef de la voie publique à la compagnie de la circulation routière. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. La mise en onde a été assurée par Gani Kanté. Salim Diouara était à la régie vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.studiotamani.org ou contribuer au grand dialogue à travers notre répondeur qui est au 75 84 11 11 et au 75 84 12 12. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.